Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur ce plateau de la télévision Moutetesi, la voix de la minorité, dans notre rendez-vous quotidien Redevable, une émission qui vous parvient chaque mardi et jeudi de 19h juste à 19h30. Nous parlons des sujets d'actualité politique, économique et socio-culturelle pour renforcer la responsabilité citoyenne à tous les niveaux. Ce soir, je reçois pour vous Monsieur Martin, un politicien, un analyste politique, c'est ça, un juriste de formation également, avec qui on va décortiquer un sujet intéressant aujourd'hui de la représentation à la base, avec comme point d'attention les conseillers municipaux. Monsieur Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour les gens qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de vous? Oui, comme vous avez déjà cité mon nom, je m'appelle Martin Mouhangou, des noms, mais également politologue et juriste de formation. Prétendant aux élections municipales qui se préparent ici. Mais également, je suis un agent humanitaire actuellement. Et je vais quitter de l'humanisme vers la politique. Excellent, merci. Alors, Monsieur Martin, vous qui voulez, avec toutes les autres personnes qui veulent se représenter aux élections municipales, qu'est-ce que nous devons retenir du conseiller municipal? Alors, conseiller municipal, je pense que c'est une notion qui n'est pas beaucoup plus mise en pratique ici en République démocratique du Congo, dans la mesure où c'est prévu par la loi. Mais nous sommes partis déjà à 3 cycles électoraux, mais ces élections n'ont jamais été organisées. Mais à la lueur des choses, de là où vont les choses actuellement, je pense que la CENI s'y tient, parce qu'ils ont déjà convoqué les dépôts de candidatures pour les candidats municipaux, provinciaux. Et voilà que beaucoup de jeunes se sont mobilisés pour cette question ici, mais une question se pose. Est-ce que nous comprenons ce qu'un conseiller municipal ou les conseils municipaux, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on fait à la fonction, les attributions, c'est quoi? C'est ça la question qui se pose. C'est exactement ce que nous souhaitons savoir. Oui, si on peut partir de la notion d'abord, les conseillers municipaux sont des représentants des habitants d'une commune. Donc, ils siègent au niveau de leur commune, où ils sont élus par les habitants des mêmes communes. Ils siègent ensemble avec les bourgmestres, parce qu'ils reçoivent une mission d'élire les conseillers urbains, mais également d'élire les bourgmestres des communes. Oui. Alors, est-ce que c'est ça uniquement la mission pour laquelle on doit voter pour des conseillers municipaux? C'est exclusivement parce que c'est des gens qui doivent également, à leur tour, aller voter pour les bourgmestres et le maire de la ville. C'est exclusivement ça. C'est un travail qui doit se faire une seule fois. Pourtant, leur mandat est de 5 ans. Oui, vous avez cité ça dans l'introduction. C'est la base. C'est la base. Et lorsqu'on parle des élections, vous savez, nous avons une constitution qui a bien énuméré les devoirs de chacun, commençant par la tête de l'État jusqu'au niveau le plus bas. Et voilà les élections, comme ça s'organise au niveau présidentiel, au niveau de la législation nationale, donc l'Assemblée nationale, en province, à la sénatoriale. Mais également, c'est prévu qu'ils s'organisent en province, mais également à la municipale. Et que les municipaux sont la base. Et ce sont eux qui sont en contact direct avec la population. Je peux dire par ricochet, ce sont eux la population. Et ils ont un grand devoir de contrôler l'administration au niveau communal. Donc, pour eux, ils n'ont pas l'unique mission de voter pour les bourgmestres, parce qu'ils contrôlent également l'action du bourgmestre. Et il contrôle également plusieurs questions qui vont de l'administration au niveau de la commune. Ils agissent à travers des décisions qu'ils votent, ces décisions qu'ils appellent des délibérations. Et c'est comme ça qu'ils sont là pour un mandat de 5 ans. Ok. Ouais. Alors si on doit revenir sur l'histoire, vous avez dit vous-même que ces élections ont été reportées à maintes reprises, qui était prévu. En tout cas, les élections, ça a déjà eu lieu 7 fois en RDC, je crois. Ça va être la 7e fois, les élections présidentielles. Alors, pourquoi on a reporté à maintes reprises les élections des conseillers municipaux? Est-ce que ce ne serait pas une certaine façon de dire qu'ils ne sont pas aussi importants que ça? Je ne crois pas. Au contraire, au regard de l'adversité de la politique congolaise, oui. C'est une stratégie des politiques à la tête de l'État, parce qu'ils comprennent que la pression sur le gouvernement, la pression sur l'exécutif national, c'est la base.
Et étant donné que lorsqu'il y a élection partout et au niveau des communes, des mairies, ça freine un peu l'action du gouvernement central lorsque il faut que les autorités ou les représentants des communes ou des mairies sont nommés. Donc, actuellement, nous partons par des systèmes nominatifs. Il faut nommer le maire de la ville, il faut nommer les bourgmestres. Et cette question crée une sorte de pression sur ces autorités par le fait qu'ils doivent être toujours respectueux et qu'ils soient obéissants, je m'excuse, de toute décision que leur hiérarchie leur donne. Mais si ce sont des gens qui émanent d'un vote d'un conseil urbain ou soit d'un conseil municipal, ils auront un certain pouvoir à pouvoir manifester devant la hiérarchie et qu'ils ne seront plus trop redevables à la hiérarchie au lieu d'être redevables à la population. Excellent. Alors, quelles seraient les conditions à remplir pour devenir conseiller municipal? Il y a plusieurs conditions. Conditions d'éligibilité, et c'est prévu par la loi. Je crois que la CENI en a fait allusion parce que je pense que ça circule déjà dans des partis politiques, mais également chez les indépendants. Les conditions d'éligibilité pour être candidat à la municipale: il faut être d'abord de nationalité congolaise, il faut être âgé de 28 ans révolus à dater du dépôt de sa candidature. 28 ans 28 ans révolus. À dater du dépôt de sa candidature, c'est ce que prévoit la loi électorale congolaise. Il y a à jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques, mais également avoir la qualité d'électeur, soit se faire identifier ou enrôler lors du dépôt de sa candidature. C'est ça comme condition qui sont seulement posées. Donc, autrement dit, on n'a vraiment pas besoin de conditions. On dirait que c'est plutôt des conditions de forme. Il n'y en a pas vraiment de fond. Donc, tout le monde peut se présenter du moment qu'il rentre dans les conditions là. On n'a pas besoin d'expérience politique antérieure. On n'a besoin de rien de tout ça. Tout ce que l'on veut, c'est quelqu'un qui rentre dans ces conditions. Évidemment, seulement que parmi les conditions de fond, on exige que la personne ait une certaine expérience professionnelle. Effectivement. Parce que j'ai vu la CENI à demander que les gens produisent les attestations des services rendus, mais également on doit au minimum être détenteur d'un diplôme d'État. Effectivement, c'est ça qui est prévu par l'article 9 de la loi électorale en vigueur, où on nous demande, c'est le point 6 je pense, qui précise qu'il faut avoir de l'expérience. Et la loi, elle est vraiment vague à ce sujet. On parle d'une expérience en administration, en finance, je ne sais pas. On ne parle pas vraiment de façon très précise d'une expérience politique. Donc autrement dit, il suffit d'avoir travaillé dans une boîte comme comptable ou dans l'administration pour être éligible. Ok, c'est plutôt simple comme condition. Donc de toutes les façons, c'est la base. Bon, si c'est la base, ça veut dire que c'est la base qui doit être solide en fait. Parce que si tout doit partir de la base, ça veut dire que la base est censée être solide pour pouvoir mettre la pression qu'il faut aux autorités et obtenir le changement souhaité. Je ne crois pas que ce soit le cas dans la mesure où c'est la population quoi. C'est une population organisée qui contrôle. Parce que quand on les laisse sous la conception populaire de la population, c'est un peu trop vague. Voilà comment ils ont parlé des conseillers municipaux qui représentent cette population. Donc les conditions ne doivent pas être aussi lourdes au point que ça ne doit pas exclure cette population qui doit nécessairement agir pour son avenir ou son bien-être. Parfait. Et comment se présente le mode du scrutin pour les conseillers municipaux? Le mode du scrutin, actuellement, et selon que la loi a prévu, on peut décider de se présenter comme candidat indépendant, ou soit passer par un parti politique. Mais également, les modes du scrutin, les conseils municipaux sont élus au suffrage universel direct. Donc, ils sont élus par les habitants de leur commune. C'est maintenant, après qu'ils aient été élus par les habitants de la commune, selon les communes respectives, les conseillers municipaux maintenant élisent également les conseillers urbains. Ceux-là qui doivent siéger au niveau de la mairie. Ils sont maintenant les conseillers urbains qui doivent voter pour les maires de la ville et ils siègent également au niveau de la mairie pour contrôler l'action du maire de la ville. Et
par rapport aux conseillers municipaux qui restent dans des communes, donc les conseillers communaux, pour ne pas les englober tous ensemble, et contrôlent l'action du bourgmestre. Et ils votent pour les bourgmestres. Ils agissent par avis lorsqu'ils sont requis par les textes des lois, ou soit lorsqu'ils sont requis par une autorité compétente de l'État. Ok. Alors, la loi a prévu que dans le mode du scrutin pour les conseils municipaux, que dans les communes avec une population de jusqu'à 80 000 électeurs, on doit avoir 7 représentants. Ça veut dire 7 conseillers municipaux à chaque ville. Un nombre, chaque 80 000 électeurs de plus rajoute un nombre supplémentaire de 2 conseillers municipaux. Ça veut dire pour une ville avec 160 000 électeurs, on va avoir besoin de... Ça va passer de 7 à 9 et ainsi de suite jusqu'à atteindre les 320 000, je ne sais pas. Alors dans la population de Goma, il y a actuellement une population qui est estimée à combien? 744 000 habitants, je crois, comme ça. Enfin, ce qui n'équivaut pas effectivement au nombre d'électeurs qu'on va pouvoir avoir. Oui, dans la ville de Goma actuellement, les statistiques sont trop nombreux, autour de 2 millions, j'espère. 2 millions? Oui, ça... Je crois les statistiques récentes, je ne sais pas si je tiens de la bonne source, en tout cas. Mais bon, alors, disons, donc on ne sait pas dire encore, dans la ville de Goma, on attend combien, par exemple, c'est difficile à dire. En termes de conseillers municipaux que la ville de Goma, avec les 2 communes, effectivement, devrait produire. En ville de Goma, je ne sais pas encore, parce que c'est un pouvoir qui relève à la CENI, qui est réservé à la CENI. Mais seulement, j'ai vu au niveau provincial, j'ai vu un nombre de 168. Au niveau provincial? 168 pour la province du Nord Kivu. 168? Ouais. Ah bon, vous êtes sûr? J'ai lu un peu un truc qu'on m'a partagé, un camarade du parti, qui est également un candidat et qui a été à la CENI. On a dit qu'en province, c'est 168. Ok. Bon, c'est une question. Bon, en tout cas, il faut en tout cas revoir ça, parce que moi, je tiens de ma source que sur le territoire national, il en faudra 311. Alors, si la province du Nord Kivu, elle seule doit avoir tout ce nombre, ça veut dire que les autres provinces ne seront pas représentées. Ouais. Donc, voilà. Alors, disons, est-ce que vous estimez qu'un candidat qui se présente en indépendant a des chances de réussir? Ça dépend de sa force. Bon, regarde de la loi actuelle aujourd'hui qui parle de seuil d'éligibilité. Voilà. C'est pas trop facile. Mais il peut toujours être élu. Parce que rien n'est impossible. Mais la bonne manière serait de passer par un parti politique pour couvrir cette question de seuil d'éligibilité. Ok. Justement, puisqu'on parle de partis politiques, je voulais qu'on en vienne. Il y a tellement de gens qui n'ont pratiquement plus confiance à presque tous les partis politiques qui sont là. Alors, du coup, ils se disent, bon, est-ce que je dois rentrer dans un parti politique? Ça veut dire qu'il prend déjà certaines couleurs politiques. Et la population s'est déjà fait une idée sur tous les partis politiques et tout ce qui se passe. Alors du coup, quand on se présente devant, on n'a même pas les mêmes convictions, ok? Mais on se dit quand même, j'ai plus de chances de passer dans ce parti politique. Alors du coup, je vais intégrer le parti pour des raisons électorales et ouais. Après, quelle lecture vous faites en tant que ambitieux? Moi, je pense qu'ils peuvent avoir raison, tout comme ils ne peuvent pas en avoir, parce que le parti politique est une école de la politique d'abord. Parce que si on comprend cet aspect d'abord, pas à la congolaise, comprendre un parti politique au sens de la politique en soi, au sens de la smart politique, si je peux le dire comme ça. C'est quoi la smart politique? La smart politique, c'est la politique qui va sur les principes, qui va sur les objectifs, mais également sur la politique qui respecte ses statuts, les statuts des partis politiques. C'est je dis que les partis politiques sont des écoles de la politique. Un vrai parti politique, c'est l'encadrement de ce militant du point de vue politique. Pas seulement les envoyer sur la rue lorsqu'on veut seulement manifester. Parce que cet avantage est lié à ce fait que lorsqu'on est dans un parti politique, on est beaucoup plus éclairé sur l'administration de la chose publique, mais également l'évolution du système politique du pays, au lieu et en place de rester juste dans les néants. Et aller juste parce que tout le monde peut avoir des ambitions, mais lorsque vous n'avez pas des notions de base, s'il commence à évoluer, ça peut créer une sorte de frein à la longue. Mais cette connaissance, je crois qu'on peut l'acquérir aussi dans la société civile, par exemple.
si on est un activiste de la société civile, on peut avoir cette expérience-là? Effectivement, on peut en avoir, mais sauf que vous n'allez pas oublier que notre population s'intéresse moins à des actions de la société civile. Les gens sont beaucoup plus dans des détails qui sont des caractères, je dirais, autres que politiques. Donc les gens suivent moins l'actualité du pays. Et moi, je pense que la meilleure façon de le faire serait de passer par des partis politiques. Ok. Voilà, alors disons que la notion de conseiller municipal n'est pas une notion assez répandue. En République démocratique du Congo, le contexte, il est également difficilement, on le cerne difficilement dans le contexte de notre pays. Alors vous avez fait une analyse d'une certaine façon comparative avec les législations étrangères. Alors, si on parle de cette notion dans notre pays, est-ce qu'on va dire que les jeunes qui sont en train de s'intéresser à la notion au conseil, à cette fonction de conseil municipaux, ce sont des gens, selon ce que vous avez appris, qui comprennent exactement le travail qui leur attend après s'ils sont élus? Parce que, selon ce que j'ai vu, en tout cas, la plupart préfèrent aller directement législative ou alors élection provinciale directement au lieu de passer par ce que vous considérez comme la base. Moi, je pense que cette question de parachutisme en République démocratique du Congo, nous devons mettre fin sur ça. Quelqu'un qui n'a aucune expérience politique, il veut se faire élire pour un député national. C'est qu'il ne connaît pas d'abord les notions de base. Comment se gère la res publique, la chose publique au niveau communal, au niveau de la mairie, au niveau provincial. Mais il veut se retrouver au niveau du perchoir national pour commencer à siéger sur la question de légiférer les lois dans les pays. Et voilà comment aujourd'hui nous avons des députés nationaux qui pratiquement sont élus pour un mandat de 5 ans sans avoir même introduit une question qui relève de ses prérogatives. Ils préfèrent rester là en train de dormir, s'asseoir là-bas sans aucun résultat par rapport à tout son mandat qu'il a passé là-bas. Mais si c'est quelqu'un qui a commencé par la base, je parle au niveau de la commune, il est monté à la mairie, il est monté au niveau provincial pour se retrouver au niveau national. Celui-là comprend bien les principes, mais également les attributions qui lui sont réservées en tant qu'élu national. Et moi, je pense que c'est important pour cette jeunesse de commencer d'abord au niveau de la municipalité, parce que cette municipalité les amène à comprendre en grande ligne les notions qui concernent l'aspect politique, l'aspect administratif du pays. Ok. Il y en a beaucoup qui ont eu des belles idées, qui partagent des visions plutôt intéressantes de changement du pays, qui peut-être n'ont pas forcément eu de l'expérience avec les conseillers municipaux, la base, tout ce que nous appelons la base, qui sont partis directement aux élections, qui se sont représentés directement aux élections législatives en tant que parlementaire au niveau du Parlement. Vous, en tant que ambitieux ou alors jeune analyste politique, qu'est-ce que vous en diriez? Si moi je suis par exemple quelqu'un avec une grande vision, mais je ne connais pas ce truc-là, le conseil municipal et tout ça, mais j'en connais un peu de la politique, mais j'ai quand même une grande vision. Vous comprenez la limite en termes de prérogatives quand on est conseiller municipal, le pouvoir de changement, la capacité de changement, même la pression elle-même, elle est limitée à un certain niveau. Moi, je pense que ce n'est pas limité. Parce que si on parle de la définition au sens large de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. C'est ce que nous avons appris tous à l'école. Et le pouvoir du peuple, ça vient donc de cette population. Donc on ne peut pas naître de nulle part et se retrouver à la tête de l'État. Parce qu'on doit avoir d'abord une base qui vous a poussé à être là-bas. Cette base a ses devoirs de contrôle. Et quand on dit que le pouvoir d'un municipal est réduit, je dis que non. Parce que si ces élections n'ont pas été organisées, c'est par peur d'être victime ou soit de subir cette pression des représentants au niveau communal, au niveau urbain, qui doivent nécessairement tout pousser. Parce que toute décision qui doit se prendre au niveau de la commune, au niveau de la ville, doit être vue par les conseils municipaux ou les conseils urbains, les conseils communaux.
toute décision qui se prend doit être revue. Et si ça ne plaît pas à ce représentant direct de la population, vous comprenez que ça freine et ça trace un chemin un peu clair par rapport à la gestion de la République. Mais la raison, elle serait différente en tout cas, selon l'information que je tiens d'une source qui avait précisé que lors des élections passées, parce qu'en tout cas, ces élections étaient censées avoir lieu en 2019, si je me rappelle, Absolument. pour les conseillers municipaux, mais on les a repoussés dernièrement. La raison, c'était plutôt d'ordre budgétaire que, selon la CENI, la raison, elle était d'ordre budgétaire. On estimait le coût extrêmement élevé pour organiser ce genre d'élections municipales. Alors du coup, la CENI, elle s'est butée à cette difficulté d'ordre budgétaire et bon, il a été obligé de reporter. Ça, c'est devenu l'isoloir du politique congolais. Lorsqu'il ne veut pas faire quelque chose, il vous soulève la question du budget. Mais avoir des millions de dollars qui s'évaporent dans les institutions congolaises, on peut se demander si réellement ces élections, les motifs de la non-organisation de ces élections étaient liés à l'aspect budgétaire. Parce que si on peut y aller de cet aspect budgétaire, je ne sais pas, la loi a prévu, apparemment cette fois-ci-là, les élections à la municipalité vont s'organiser au même moment que les élections législatives, provinciales et présidentielles. Et je ne pense pas vraiment que c'était un problème des budgets, c'était une question de volonté. Mais ils avaient compris que si on part avec cette pratique de nomination en nomination, là on saura bien contrôler la base. Mais si on laisse cette base dans un aspect totalement démocratique, nous serons freinés à prendre certaines décisions. Parce que nous sommes les seuls pays où un ministre peut directement décider d'intimer des injonctions au gouverneur ou au maire de la ville, ou soit les gouverneurs intiment des injonctions au maire de la ville, et le maire de la ville n'a aucune force pour pouvoir discuter eux-mêmes sur cette question. Mais s'il y a un organe délibérant au niveau de sa juridiction qui doit nécessairement étudier cette injonction et donner son avis, comprenez en quoi c'est important par rapport à la participation populaire à la gestion de la chose publique. Ok, vous venez de soulever un élément important. Est-ce qu'on peut dire qu'avant ces élections, il existait des conseillers municipaux dont le mandat émanait des nominations? Les conseillers municipaux, non. Je parle un peu des maires qui doivent être l'émanation des élections municipales. Alors, est-ce que vous avez, si vous devez vous adresser par exemple à la jeunesse qui a l'ambition qui a déjà déposé, parce qu'en tout cas les dépôts de candidature c'est déjà en cours, est-ce que vous auriez un message particulier à lancer à cette jeunesse-là, peut-être également à toutes les autres personnes qui ont franchi, qui sont allées directement très loin avant de passer par ce que nous considérons comme la base? Oui, le message que je peux donner à la jeunesse aujourd'hui, c'est de prendre cette question entre les mains. Parce que c'est cette fois-ci leur destin qu'ils vont prendre entre les mains. Et la brèche leur est ouverte pour agir, comme agissent également les grands politiciens. Bon, je n'aime pas qu'on parle des grands politiciens parce que c'est une notion qui ne me plaît pas moi personnellement. Ils peuvent également agir commençant par la base. Ils peuvent également décider sur ce qui concerne l'administration au niveau provincial, mais également la politique. Parce que nous sommes la ville de Goma est actuellement une ville qui est tourmentée par plusieurs problèmes. La question sécurité, question développement, question urbanisme. Vous comprenez qu'il y a des avenues où vous passez à Goma, où vous ne pouvez même pas passer avec un véhicule, alors ce sont des grands avenues. Mais si cette population qui vit là-bas pouvait prendre des décisions dans ce sens-là, à travers les délégués à la municipalité, comprenez comment c'est intéressant et c'est avantageux à tous. Peut-être qu'on a juste parlé de l'aspect de la ville, mais également il y a des conseillers au niveau des secteurs et des chefferies, et les chefs des chefferies et les chefs des secteurs. Donc ça marche de pair au niveau territorial et également au niveau des chefferies et de la ville. Voilà, merci beaucoup pour ce dernier message, M. Martin. On a reçu pour vous M. Martin Mouangou, un analyste politique et politologue de formation et juriste également.
Merci en tout cas d'avoir été de notre Monsieur Martin. Ça a été un plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été de notre ce soir. Nous vous remercions d'avoir été là. On vous donne rendez-vous à la prochaine. Portez-vous bien et bonne soirée à tout le monde. Ciao!